Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode numéro 18 de Franchise Hockey Manager 6 où on tente de mener les Oilers d'Edmonton à la Coupe Stanley. Lors du dernier épisode, eh bien, ça a pratiquement été un sans faute. Là, on a remporté les 4 matchs et on a porté notre séquence de victoires à 6. Et c'est nous qui avons la plus grande séquence de victoires consécutives avec 6. La deuxième équipe, présentement, il y a les Blue Jackets qui en ont 5 de suite. Il y a le Canadien qui en ont 4. Mais présentement, là, il y a aussi Nashville qui en ont 5. Donc, on est présentement parmi les équipes qui sont en feu présentement. Et là, c'est la date limite des transactions dans 2 jours. J'avais dit lors du dernier épisode que je pensais que le magasinage était terminé. Mais quand j'ai regardé notre line-up présentement, je trouve qu'on a une petite faiblesse à gauche. Je pense qu'un allié gauche de troisième trio, ça ferait pas de tort. Parce que là, on a Benson qui a 2 étoiles, puis on a Bellows qui est à 1.5. Mon objectif, c'est de descendre Benson sur la 4 et avoir un joueur de 2.5 ou 3, là, tout dépendamment de ce qui reste sur le marché. Sur le troisième trio pour vraiment avoir un troisième trio efficace. Et lorsque Faxa va revenir au jeu, ce qui est à dire très bientôt, eh bien, on va avoir notre top 6, là, que c'est pratiquement tous des joueurs de 3 étoiles et plus, sauf Puljujärvi qui est à 2.5, je crois, présentement. On va avoir un troisième trio avec tous des joueurs de 2.5, sauf Holtz. Et ensuite, on va avoir tous des joueurs là, au moins 2 étoiles là, sur la quatrième ligne, parce que la voix aussi est à 1.5. Mais lorsque Marody va descendre sur la 4, eh bien, Lavoie, lui, va soit être un attaquant un attaquant de remplacement, ou on va l'envoyer directement dans la AHL. C'est sûr que j'ai Starchenko ici que je pourrais mettre sur le quatrième trio avec un 2 étoiles. Il peut jouer à gauche, mais c'est sûr qu'il est beaucoup meilleur au centre qu'à l'aile. D'ailleurs, je pense que je vais le remplacer par Lavoie. Je vais remplacer Lavoie par lui pour lui donner un peu de temps de jeu à ce joueur-là. Donc, on met Starchenko sur la carte. Mais je veux quand même aller chercher un petit peu de profondeur dans le bottom 6. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a présentement sur le marché des transactions. Il reste 2 jours à la date limite. Y a-t-il des waivers? Non, ok. Fait qu'on va filtrer pour ailier gauche. Pour éviter, là. Parce qu'en défensive, on est correct. Au centre, on est correct aussi. Puis à droite, on est correct également. Là, c'est plus un ailier gauche là, qui nous manque. Donc, le meilleur côté, c'est Jalen Swart. Mais c'est sûr que moi, je cherche quelque chose à court terme parce que je ne veux pas m'engager à long terme avec un joueur parce qu'il y a des jeunes qui vont pousser, qui vont s'améliorer. Donc, puis j'ai déjà pas mal de contrats là, moyen-long terme dans le top 6. Donc, tu sais, je ne veux pas créer une congestion éventuellement puis que je sois obligé de me débarrasser des joueurs pour presque rien. Là, parce que oui, c'est sûr qu'on peut aller chercher d'autres besoins. Mais je veux quand même pas trop m'investir sur trop de joueurs à long terme en même temps. Donc, présentement, là, si on coupe ici, on aurait Mozyakin, Parlin-Holm, Miles Wood, Mathieu Perreault, Brandon Saad et Jaden Schwartz. Schwartz, je vais l'enlever directement. Parce que, oui, il reste encore un contrat d'1 an. Il reste un contrat d'1 an, mais l'affaire, c'est que faut que je me garde de l'argent aussi pour lorsque Faxa va revenir au jeu. Parce qu'il va falloir replacer son contrat là, au sein de l'équipe. Saad, c'est un peu le même principe. Perrault aussi, je pense qu'il est comme quand même 4 125 000 parce qu'il faut que je regarde dans les finances présentement. J'ai 7 millions de lousses, mais quand je vais rentrer le contrat de Faxa, vu qu'il est sa liste des blessés, il n'est pas comptabilisé. Puis Faxa, lui, son contrat, c'est 2 620 000. Je pensais que c'était plus que ça. C'est sûr que j'ai d'autres joueurs aussi qui vont revenir au jeu. Il faut que je pense à ça. Parce que j'ai Brennan, mais il coûte pas cher. Baranov, Nugent Hopkins, ça c'est out à long terme. Mais je vais quand même me laisser de la place là, parce que je ne veux pas non plus payer un gros prix. Là, j'ai déjà fait avec plusieurs joueurs là, depuis le début de la saison. Mais je veux me garder des pics et des espoirs. Mettons, je ne veux pas être pogné pour échanger un joueur comme Broberg, par exemple, que je veux garder à long terme, Ryan McLeod aussi. Donc, on va aller chercher une solution là, qui à court terme et qui coûte pas trop cher. On va juste remettre les... ça. OK. Miles Wood, il est signé jusqu'en 2022, donc lui, il a une autre année après. Il a 25 ans.
connaît une bonne saison, 31 points en 58 matchs. Mais est-ce que je veux vraiment le garder l'an prochain? Je penserais pas. Donc, il me resterait deux choix. En fait, deux choix, ouais. Paul Lindholm ou Sergei Mozyakin. Mozyakin, c'est un joueur de 39 ans, il risque de prendre sa retraite à la fin de la saison, donc ça serait parfait. Il y a encore 2,5 quand même. 14 d'attaque, 11 en défensive, 13 physique, puis 14 mental. C'est sûr que un joueur bottom 6 qui est pas tant bon défensivement, c'est pas vraiment le profil que je recherche. Paul Lindholm, lui, c'est le contraire. Offensif, pas tant que ça. Là, il y a 11 points, 53 matchs. Il y a 14 de défensive, 12 de physique, puis 13 mental. Myles Wood, lui. Myles Wood, ça serait pas mal le mélange hybride, là, dans le fond. C'est un attaquant qui est quand même offensif, pas mauvais défensivement. Donc, je pense que je vais y aller pour lui. Bon. Les Devils qui sont faibles devant le filet. Est-ce qu'il y a un espoir gardien de but que je pourrais donner devant le filet? On va regarder ça. Oh, comment ça que mes goalers sont pas là? Ok, mes goalers sont là. Bon, c'est sûr que là, j'ai Oldby qui est signé long terme, puis j'ai Sorokin, là, qui est... D'ailleurs, il est rendu à 3 étoiles, Sorokin, très bonne nouvelle, il a upgradé, malgré sa saison plus ou moins spectaculaire, là, 2 victoires, 7 défaites. J'ai Kovanalov qui s'en vient, Konovalov qui est à 2 étoiles, potentiel de 4. Fait que je pourrais me permettre de sacrifier un gars comme Stuart Skinner. Je sais pas si ça serait suffisant. Notre scout qui dit qu'ils vont probablement accepter cette offre. Donc, on va y aller avec ça. OK, let's make a deal. Bon, fait que la transaction est faite. Donc, Miles Wood qui s'amène du côté d'Edmonton. Très content de cette acquisition-là. C'est sûr que son contrat d'un an de plus. Mais en même temps, il a 25 ans, fait qu'il ne va pas vraiment régresser. Puis on vient de locker nos 3 positions d'ailier gauche là, pour la saison à venir. De toute façon, dans notre depth chart, je pense pas qu'on avait des joueurs là, vraiment qui s'en venaient. Il y a lui peut-être, là, Daniel Guchin, mais encore là, je pense que j'avais vu quand je regardais les joueurs qu'il était jusqu'en 2024 là, probablement aux États-Unis. Donc, il va probablement prendre la route de la NCAA par la suite. Fait que probablement qu'on ne l'aura pas tout de suite. Ensuite, on a Kiefer Bellows qui est là. Mais tu sais, il est encore à 1.5. Fait que tu sais, je pense qu'on vient d'aller chercher une sûreté. Et on va aller l'insérer dans l'alignement. Et on va envoyer la voie à Bakersfield parce que je veux qu'il y ait du temps de glace. Et Bellows, lui, on va le garder comme backup. Donc, Bellows... En fait, Benson va s'en aller sur la 3. Et Woods va prendre la place de Bellows. Parce que je regardais Bellows, puis... tu sais, il n'a pas connu des gros matchs, pour vrai. Quand je regarde, là, si je peux le retrouver, il est ici. On regarde match par match, là, ses cotes sont pas fameuses. 55, 47, 55, 52, 52, 50. Il y a eu, depuis qu'il est à Edmonton, là, sa plus haute cote a été de 55, puis il l'a atteint 2 fois. Donc, c'est pas l'idéal, mettons. Puis même la voix aussi, ça a été difficile. Donc, si on résume, là, probablement que ça va être mon alignement final là, pour le reste de la saison. Là, je pense pas de faire d'autres transactions. On a Draisaitl, McDavid, Tatar, Puljujarvi, Kuraly qui va aller sur la 3 quand Faxa va revenir. Kreider, Wood, Kuraly qui va être là. Marody va aller sur la 4. Holtz. Ensuite Benson, Marody qui va descendre là. Yamamoto pour avoir Starchenko et Bellows comme backup. Donc c'est pas mal ça mon alignement. On est maintenant prêt à jouer le prochain match. Un match très intéressant parce que c'est le duel Matthews-McDavid du côté du Rogers Place. Je pense que c'est notre dernier match à domicile. Puis après ça, on va partir sur une séquence de quelques matchs sur la route. Donc, Samuel Montembeault qui est devant le filet, même pas 900 d'efficacité. Donc, en principe, là, c'est un match qu'on peut remporter. Les Leafs qui nous avaient battu d'ailleurs 4-3 là, en février. Donc, c'est l'occasion de prendre notre revanche au j'allais dire au Rexall Place. C'est leur ancienne arena. C'est plutôt au Rogers Place. Donc, bon match. On va essayer de volume un peu.
Et là, on attaque dès le départ dans le territoire. Je m'excuse si vous m'entendez manger à travers, parce que c'était pas mal le seul temps que j'avais le temps d'enregistrer l'épisode, c'est pendant le dîner. Donc, je vais essayer de manger ma pizza avec le plus de finesse possible. Les Leafs qui ont déjà 6 tirs au but présentement. Mais au but qui est une séquence incroyable, là, 5 flammes ici. En espérant que ça apparaisse dans ce match-là. En tout cas, à date, tu fais les arrêts. Là, c'est à notre tour d'attaquer dans le territoire. Mais on rate la cible. On est toujours dans le territoire là, des Maple Leafs, mais on n'est pas capable de mettre la touche finale. Je vous rappelle qu'on y va pour une 7e victoire consécutive. Quand même une belle séquence pour nous. Ça fait changement un peu de la première saison où les défaites s'accumulaient à un rythme fou. Là, on a une belle chance de faire les séries. Puis je pense qu'on va les faire pour vrai. Là, on a quand même un petit coussin là, au 3e rang de la Pacifique. J'ai vu que les Kings tantôt avaient 5 défaites de suite. Donc eux, ils sont sur une mauvaise séquence. Ça va nous aider un petit peu. Faut juste pas justement avoir à notre tour une séquence de 5-6 défaites de suite. Parce que là, c'est là que ça peut se compliquer. Puis même encore là, comme je dis, on a quand même un petit coussin. Et là, on vient de frapper le poteau. Toujours 0-0 avec 5 minutes à faire à la période. On attaque beaucoup dans le territoire, c'est encourageant. Il y a les Leafs qui sont dans notre territoire. Obi qui fait l'arrêt. Non, je pense vraiment que l'acquisition de Miles Wood, ça va faire du bien sur le 3e trio. J'ai hâte qu'on ait tous nos joueurs. Puis tu sais, en plus, on n'a même pas nos Jet Hopkins encore. L'an prochain, quand il va revenir, on va avoir une méchante ligne de centre. Donc, après 20 minutes de jeu, c'est 0-0. 18-12 et tirs au but en faveur des Leafs. Miles Wood, première période, bon, défensivement, là, c'est un peu difficile. Un tir au but, 14 de temps de jeu. Petrie, de son côté, est au-dessus de 50 dans ses 3 cas. C'est pas spectaculaire, mais c'est pas alarmant non plus. On va bénéficier d'un avantage numérique de 1,41 en début de deuxième. Voyons voir si on peut en profiter. Et malheureusement, non. Et là, Harrington qui est chassé, donc autre avantage numérique pour nous. On est dans le territoire, en fait en zone neutre, là on est dans le territoire, mais pas de résultat. Et encore une fois, on échoue à la tâche. Et finalement, on a raison de Montembeault, c'est Cooper Marody. Il connaît une bonne séquence, Marody, ça fait quelques fois qu'il marque récemment. Sur des passes de Oscar Klefbom. Donc 1-0 pour les Oilers. Et on en ajoute Draisaitl qui marque sur des passes de Tatar et McDavid, le premier trio qui vient de frapper. Donc une petite avance rapide de 2-0. Et un 3e but cette fois-ci, c'est Kreider sur des passes de Puljujarvi et Jeff Petrie. Très bonne 2e pour nous présentement. On se positionne bien pour une 7e victoire de suite, mais ne crions pas victoire trop vite. Les Leafs sont quand même un bon groupe d'attaquants. Là, on frappe le poteau. Une rondelle qui demeure toutefois dans le territoire des Leafs, mais on n'ira pas plus loin. Quelques minutes encore à la 2e période.
Et là, la rondelle qui est dans notre territoire, on a réussi finalement à la sortir et l'amener dans le territoire ennemi. Et Wood qui score! Ouais! Miles Woods, plutôt Miles Wood, qui marque son premier avec les Oilers à son premier match. Deuxième point pour Marody et une passe pour Carlington qui s'inscrit rarement au sommaire, donc ça va y faire du bien. Après 40 minutes de jeu, 4-0 pour nous, 4 buts en deuxième et c'est 24-23. Les tirs au but en faveur des Leafs. Et là, les Leafs qui ont mis Anderson devant le filet. Obi qui a une cote de 99, pas si pire. Et les cotes de Woods ont augmenté de 60, 68 offensivement, 52 défensivement. Petrie aussi, que ça s'est beaucoup amélioré, 62, 59 et 65. Donc, nos nouveaux joueurs là, qui s'imposent rapidement. Et on part à la troisième. Obi qui ferme la porte à quelques occasions. Et finalement va céder pour une première fois Austin Matthews sur des passes de Andreas Johnson, ou plutôt Johnson, vu que c'est un Suédois. Et Mitch Marner, donc 4-1 pour notre équipe. En espérant que ce ne soit pas le début de la remontée. Ça devrait très bien, parce que là, Tatar est chassé pour avoir donné un coup de bâton. Et les Leafs qui en profitent. Johnson sur des passes de Matthews. Pas fini ce match-là. Le changement de gardien de but aura fouetté les troupes du côté de Toronto. Et là, Tatar et Kapanen qui ont jeté les gants. Pas vraiment ce que je souhaite de voir de la part de Tatar, là, pour vrai. On perd au change un peu. S'il avait droppé avec Matthews au moins. Et là, c'est Mac Hollowell qui est chassé du côté des Leafs. Donc, on va avoir un petit peu de répit. On va changer de tactique parce que ça n'a pas marché vraiment lors des deux premiers powerplays. On n'a pas beaucoup tiré. La rondelle qui quitte le territoire des Leafs. Ils s'échangent la rondelle. Mais on perd beaucoup de temps en zone neutre. Et on finit finalement réussi à rentrer. On n'est pas en mesure là, de déjouer le gardien Anderson. Longue séquence. Très longue séquence même. Et c'est finalement fini et malheureusement pas de but. Encore 2 minutes au match. On bourdonne beaucoup dans le territoire des Leafs, mais on n'est pas en mesure de marquer. Là, il reste 47 secondes avec une priorité de 2 buts. Normalement, ça devrait être dans le sac. Les Leafs qui ont enlevé leur gardien de but. Et là, Gauthier qui marque 4-3 avec 47 secondes à faire. Ouh, là, ça commence à devenir intéressant. Est-ce qu'on peut toffer 47 secondes? Et la réponse est oui. Victoire, 7e de suite. Victoire de 4-3 sur les Maple Leafs. On a eu chaud vers la fin, mais on a réussi à s'en sortir. Et finalement, le test final du côté de Marwood, 62, 71, 52. Défensivement, ça a été un petit peu décevant, mais pour sa cote offensive, c'est excellent. Du côté de Jeff Petrie, bon match dans l'ensemble, 64, 62 et 66. Donc, deux belles acquisitions jusqu'à maintenant. Et là, il nous manque un gardien du côté de Bakersfield.
pas si on peut en signer un rapidos. Filtrer gardien de but. Oh, 2 ans. Non, ça va être 1 an, puis on va te donner un petit peu plus d'argent au pire. A two-way. Non, tu veux 2 ans, bon, regarde. Attends. On se cassera pas le basic. Attends. On va laisser l'ordinateur s'en occuper. Et nous, on va continuer. De toute façon, ce qui se passe à Bakersfield présentement, on s'en torche. Pas une grosse saison, donc. Ce qui est dommage, c'est qu'on gagne des matchs, mais on se rapproche pas des Sharks plus que ça. Parce qu'eux aussi ils gagnent tout le temps. Bon, transaction d'Annick Martel contre Jonas Donskoy. D'accord, Meyerswood qui veut un numéro. Est-ce qu'on peut lui donner le 44? On va lui donner le 44. Hein? Là, on a 2 journées de congé, donc je vais espérer que Faxa revienne au jeu d'ici là. Il va recommencer à patiner, j'imagine qu'il doit être à la veille d'obtenir le feu vert. Trade deadline. Non, je ne ferai pas de transaction. Magasinage est terminé. Oldby qui est maintenant au 2e rang pour les victoires. McDavid, 2e meilleur passeur et 4e meilleur pointeur. Donc là, on a un shitload de transactions. On va faire le tour pour le fun. Bon, Washington, qui échange Cody Clark aux Panthers. T'as peu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis Washington reçoit Trevor Moore. Bonne transaction, pareil. 2 étoiles avec 2.5 de. Not bad. Braden Lemieux. Même bizarre, ça, des trades entre la même division. Puis même des rivaux, pratiquement. Non, c'est vrai, Washington sont dans. Excuse. Washington sont dans la métro, fait que ça c'est correct. Mais celle-là, les Rangers puis les Flyers qui se font une transaction à date limite, c'est quand même weird. Braden Lemieux qui s'en va à Philadelphie. Ouh, ça va fitter avec son style de jeu. Et les Rangers qui reçoivent Josh Leivo. Et les Panthers qui envoient David Savard. Les Jackets plutôt qui envoient David Savard aux Panthers en retour de Brett Conley. Ensuite, Capitals qui sont encore actifs envoient Joe Snively en retour de Brett Kulak. Donc Kulak s'en va à Washington. Nick Henry s'en va à New York en retour de Dan Sexton. Ensuite, grosse transaction. Grosse transaction. Les Blues qui échangent Jordan Binnington, leur gardien numéro 1, à Ottawa, en retour de l'espoir Shane Pinto, qui est présentement dans la NCAA. Grosse transaction. Ensuite, Garnet Hathaway, qui est échangé en retour de Matt Benning. Transaction encore une fois entre les Capitals et les Blue Jackets. Donc, les Capitals qui sont très actifs. Minnesota envoie Nico Sturm à l'Avalanche en retour du gardien Antoine Bibeau.
Ensuite, Devils Islanders. Une autre transaction dans la même division. Damon Severson qui s'en va du côté de New York en retour de Ross. Excuse. T'as peu? Ouais, c'est ça. Ça va à New York en retour de Ross Johnston. Transaction maintenant avec les Panthers et le Canadien. Arni Talvidi qui est expédié en Floride en retour de Rodrigo Abels. OK. Fine. Et la dernière transaction, Paul Stastny, un autre gros nom, qui s'en va à Ottawa en retour de Rudolph Balser. Mais je comprends pas ces moves-là du côté des sénateurs. Je pensais qu'ils étaient dans les derniers. Ouais, c'est ça, son 7e. Ça va chercher le meilleur gardien sur le marché puis un des meilleurs attaquants. Puis ils sont à genre 14 points de la 3e place de la Pacifique. Donc, je la comprends un peu moins. Peut-être qu'ils bâtissent pour l'an prochain, mais je trouve ça weird pareil. Surtout si Bennington dirait qu'il y a une année de contrat, je n'ai pas regardé. Mais bon, revenons maintenant à nos moutons. Tant qu'à être là, on va regarder, voir la situation du classement. Donc, on a 5 points d'avance pour les Wildcards avec un match en main sur les Blues. Et on a 10 points d'écart avec les Canucks qui occupent la 2e place des Wildcards et aussi sont dans la même division que nous. Donc, on a 10 points d'écart là, pour garder notre 3e position. C'est très... je dirais pas très confortable, mais on est en bonne position, mettons. Là. Ça prendrait une grosse catastrophe qu'on fasse pas les séries. Bon. Donc, prochain match, c'est contre les Centres de Buffalo. J'ai le goût d'essayer sur Roken pour celle-là, mais en même temps, ça va tellement bien. Oldby est en feu, fait que je pense qu'on va garder Oldby pour là. Et ça... Ouais, on va garder Oldby pour là parce qu'il est en feu présentement. Puis vu qu'on est sur une bonne séquence, je ne voudrais pas la briser. Surtout que Sorokin a une saison plus difficile. Donc allons-y avec Oldby face à Oldmark à Buffalo cette fois-ci. Donc on entame une séquence sur la route. Voyons voir comment on va s'en sortir. Et là, Draisaitl qui est chassé pour double échec. Les Sabres qui ont 19% d'efficacité en powerplay. Nous, on a 81% d'efficacité en désavantage numérique. C'est vrai, il va falloir que je regarde et tous les trios après. Parce que je veux mettre Barswood en désavantage numérique. Je vais donner plus de temps de glace un peu. Et là, on marque en désavantage numérique Cooper Marody qui marque encore. Lui connaît toute une saison présentement. Du moins, cette portion-ci de la saison, là, il est en feu. Et Larson et Puljujarvi qui récoltent les passes. Donc, on marque alors qu'on est à court d'un homme et on écoule le reste de la pénalité. Un piqué qui ne pouvait pas être plus parfait que ça présentement. On ne tire pas beaucoup dans ce match-là, mais on mène 1-0 encore. Sauf qu'il faudrait passer un peu plus à l'attaque éventuellement. Les Sabres bloquent sur notre territoire, mais ne réussissent pas à marquer. Autre attaque. Et cette fois-ci, Eichel qui met la touche finale sur des passes de Jake Bean et de Henry Jokiharju. Bonne paire de défenseurs aussi. Jeune talent. Donc là, 1-1. Puis on a juste 3 tirs de fait. Un 4e. Là, on monte tranquillement. Il était temps qu'on se réveille là, parce que ça ne se passait pas grand-chose. Les Sabres qui attaquent à nouveau, mais pas de succès. Et là, c'est Jeff Skinner qui est chassé. Pour double échec, on a 22% d'efficacité contre 79% pour les Sabres en désavantage numérique. Donc, une occasion là, qui se décide là, pour aller chercher un but qui nous permettrait de prendre les devants à nouveau dans le match. Toutefois, on n'est pas en mesure de le faire. Et Arco Bello qui marque pour prendre les devants 2-1 du côté des Sabres sur une passe de Carlo Poso en fin de période. Est-ce qu'on peut aller chercher le but égalisateur avant la fin de la période? Ça serait pas pire. Mais non, Ullmark qui fait l'arrêt. Donc après 20 minutes de jeu, les Sabres qui mènent 2-1. 15-10 les tirs au but en faveur des locaux. Attaquer un peu plus, parce que je trouve qu'on n'attaquait pas beaucoup. Mais on va pas se compromettre trop non plus, c'est juste 2-1.
Donc, le deuxième qui est en marche du côté de Buffalo. Les Sabres qui prennent d'assaut aussitôt notre territoire. Et Connor Sherry qui marque sur les passes de Marcus Johansson et de Braden Shen. Non, on n'a pas le choix. Là. On va commencer à ouvrir les valves. Avec plus de pression. Tirer plus. Donc, ça prend un but avant la fin de la période pour se remettre dans le match. Notre séquence de 7 victoires qui est en péril. Et là, c'est Evan Bouchard qui est chassé pour avoir retenu. Il semble qu'il pourrait donner un coup de massue là, en prenant une avance de 3 buts. Mais on réussit à tuer la pénalité. Les Sabres qui attaquent beaucoup depuis le début du match. On en a plein les bras. Et là, c'est Shen qui marque pour porter la marque à 4-1. Je pense que notre séquence de 7 victoires va prendre fin à Buffalo. Et là, finalement, on s'installe. Toutefois, on n'est pas en mesure de marquer. En tout cas, les Sabres vont l'avoir mérité s'ils gagnent ce match-là. Ils ont attaqué beaucoup plus que nous. Là, les Sabres qui sont encore dans notre territoire, mais pas de but. Et la deuxième période qui va se terminer là-dessus. Donc, 4-1 les Sabres après 2. 28-21 les tirs au but. Benson, c'est très difficile, mais il est sur la 4 déjà, donc on va pas... il y a un retour, même chose. Nurse, c'est horrible, là. Je pense que c'est notre défenseur de première paire, non? Deuxième. Carlington, lui, ça dit quoi? Ça dit que c'est pas mal, ben pas mal mieux, c'est un petit peu mieux. Donc je pense qu'on va rétrograder Nurse. Sinon, pour le reste, là, je pense que c'est un match où on est mauvais, là, tous ensemble. Mais bon, au moins cette défaite-là, ça va me donner l'occasion de mettre Sorokin pour le prochain match. Le Jeff Skinner qui est blessé du côté des Sabres. Sherry qui est chassé. Et on n'en profite pas encore. Là, c'est autour d'Eichel. Je pense qu'on va changer tactique. D'un coup que. Et non. Pas plus de buts. Et Alexander Holtz qui touche la cible sur les passes de Bouchard et Maroudi. Il reste encore du temps si on peut marquer un but rapide, mais personnellement, j'y crois pas tant. Par contre, ce que je peux faire, mais que cette séquence-là soit finie. Bon. Finalement, on va laisser faire. Dylan Cousins qui marque 5-2. Contre-performance de l'équipe. Mais il fallait s'y attendre un moment donné. Je veux dire, on n'allait pas tous les remporter jusqu'à la fin non plus. Tatar qui est chassé pour avoir retenu. Skinner, il n'était pas blessé, lui, Skinner? Donc, la séquence qui se termine là, du côté des Oilers, c'est malheureux. Surtout de la façon que ça s'est terminé. Là, on a juste mal joué tout le long. Donc, on va passer la Zamboni là-dessus, sur cette défaite. Et on va redonner le filet à Sorokin pour le prochain match. Prochain match contre le Lightning, ça va être un gros match. Là, fait que ça, il me semble que je trouve que c'est long. Là. Un joueur qui avait recommencé à patiner.
comme un petit peu hâte qu'ils reviennent au jeu pour rebalancer nos trios. Bon, on a un autre espoir qui a connu un bon match. 4 passes dans une victoire de 4-2. Nice. Donc, même si c'est contre une grosse équipe, là, je pense que Sorokin va mériter un petit départ. Pour le reste, là, on va y aller comme ça. Donc, le Lightning qui va envoyer, sans surprise, Vasilevski. Et nous, on va envoyer Sorokin. Donc, un duel de gardiens russes. On va voir qui va avoir le meilleur au Amalie Arena. Lightning qui est dans notre territoire. Espérant que Sorokin ne sera pas trop rouillé, vu que ça fait un petit bout. Que là, avec son tir au but, maintenant en 7, je pense que son warm-up est pas mal fait. Là, c'est nous qui attaquons dans le territoire du Lightning. Et Yamamoto qui marque le premier but. Sur une passe de Donald Nurse et de Roman Starchenko. Donc, le quatrième trio qui frappe du côté des Oilers. Et on revient à nouveau dans le territoire du Lightning, mais pas de but cette fois-ci. Autour de Tampa Bay de s'installer dans le territoire offensif, mais pas de but. Et là, c'est Tatar là, qui est chassé pour avoir retenu. 19% d'efficacité pour le Lightning en avantage numérique. Nous, on est toujours à 81% en piqué. Est-ce qu'on peut écouler la pénalité? C'est fait. Et là, on attaque dans le territoire de Tampa Bay. Vasilevski qui fait l'arrêt et résiste. Encore une minute à la période. Est-ce qu'on peut rentrer au vestiaire avec une avance d'un but? Merci beaucoup. Donc, après une période de jeu, c'est 1-0. Égalité au niveau des tirs, 11-11. Présentement, il n'y a pas de... C'est sûr que Holtz et Yamamoto, défensivement, c'est pas idéal. Bouchard non plus, puis Draisaitl. Mais c'est juste une période, donc on va réévaluer le tout après la deuxième. On s'installe dans le territoire du Lightning. Vasilevski qui fait l'arrêt. Et là, Sorokin qui cède pour la première fois. Gabriel Fortier sur des passes de Carl Foot et de Tyler Johnson. L'égalité est créée à Tampa Bay. On est de retour dans le territoire de Tampa Bay, mais pas de but malheureusement. Là, c'est le Lightning qui s'installe. Je check ça, puis le Lightning a l'air d'avoir une équipe quand même jeune. Je vois plein de jeunes joueurs. Là. Je sais pas si on fait un ménage ou... Là, c'est Carter Verhey. Est-ce que c'est ça, ce nom-là? Qui est chassé pour avoir causé de l'obstruction. Juste voir. Quand même Fortier, Agostino. On a encore les gros canons comme Stamkos, Kucherov, mais ils sont pas mal tous là quand même. C'est juste qu'il y a plusieurs... il y a Olsen qui est rendu là. Mais bon, avantage numérique. Est-ce qu'on peut aller chercher le but pas égalisateur, mais le but qui va nous donner l'avance? On est dans le territoire. On bourdonne. Et finalement, Bouchard qui marque en avantage numérique sur une passe de Tatar et de Draisaitl. On reprend les devants. Là, Sorokin, j'ai besoin de toi. Il faut que tu sois solide. Là, c'est Holtz qui est chassé pour bâton élevé. Sorokin qui fait l'arrêt là-dessus, mais pas sur ce tir. Et c'est Adam Masher qui marque sur des passes de Stamkos et Kucherov. Donc, les deux avantages numériques qui frappent chacun leur tour. Et c'est 2-2 avec 17-17 les tirs au but. Ça ne peut pas être plus égal que ça. On vient de passer la mi-chemin de la deuxième. Lightning qui attaque dans notre territoire. Finalement, la rondelle qui quitte. Et c'est nous qui allons s'installer, mais on n'a pas été plus loin.
Toujours dans le territoire du Lightning. Encore une fois, rien ne se passe. Autour du Lightning d'attaquer. Match très serré entre les deux équipes. Et c'est l'égalité après 2 périodes. 28-20 les tirs au but. Bon, là, c'est là qu'on procède à des évaluations. Holtz, encore une fois, c'est difficile. Je pense qu'on va le baisser ça à 4. On va monter Yamamoto. Sinon, y a-t-il d'autres joueurs là, que c'est archi horrible? Pas si pire, pareil. Pas si pire. Juste Holtz, là, c'est le pire de la gang présentement. Donc, on va lui donner du temps sur le 4e trio. On va donner un peu de promotion à Yamamoto, qui a marqué un des 2 buts de notre équipe en plus. Donc, il l'a mérité. Et là, Sorokin qui cède dès le début de la période. C'est Carl Foot qui marque sur des passes de Yannick Gourde et de Cédric Paquette. On va donc se mettre en mode offensive là, pour essayer d'aller chercher le but égalisateur. Pauvre Sorokin, pareil. Il n'a pas peur en toute cette saison-ci. Et McDavid qui crée l'égalité sur une passe de Bouchard. On va donc réajuster les trios. Voilà. Et tactique, on va demeurer un peu plus offensif, mais on va se garder une petite réserve. Mi-chemin de la 3e, c'est l'égalité 3-3. Le Lightning qui attaque présentement, mais résiste. Sorokin plutôt que résister. Le Tampa Bay qui est encore dans notre territoire. On n'est pas en mesure de sortir la rondelle, malheureusement. Est-ce que ça va nous coûter un but? Malheureusement, oui. Yannick Gourde qui marque sur des passes de Adam Masher et de Alex Keller. Donc, on va retourner en mode offensive. Avec 9,51 à faire, est-ce qu'on peut aller créer à nouveau l'égalité avant la fin du match? Mais là, il y a Palette qui est chassé. L'occasion là, est en or là, présentement. Et malheureusement, tout porte à croire qu'on va la bousiller. Et effectivement. Et là, c'est Ryan Gunderson qui est chassé encore une fois. Donc, autre avantage numérique. Et non. Malheureusement, je pense qu'on va échapper ce match-là encore. Donc, défaite de 4-3 face au Lightning. Autre défaite pour Sorokin. Et Edmund qui a été suspendu. Ou non, plutôt la suspension est terminée. On est rendu sur une séquence de 2 défaites. On a encore un petit peu de lousse. 9 points sur l'Arizona, puis 5 points pour les Wildcards. Mais ça, les Wildcards, je veux dire, tant qu'on reste à 9 points des Coyotes, on reste 3e de la division pareil. Là. Fait qu'on a 9 points de lousse. Mais là, on ne faudra pas trop d'échapper non plus. McDavid qui approche d'avoir des 100 points en passant. On dit à 87. On va en jouer une petite dernière, celle à Boston, puis ensuite, on va se laisser là-dessus pour cet épisode. Et on n'a toujours pas de nouvelles. Et là, on a un 2 en 2. Toujours pas de nouvelles pour Faxa. Checker de quoi voir. Rasta. Il est rendu day-to-day, mais ça fait 8 mois qu'il est day-to-day. Là. Bon, fait que vous regardez qui on envoie contre Boston. En fait, les deux équipes sont pas mal similaires. Mais je pense qu'on va redonner le départ à OB. Oh, non, pas Draisaitl. C'est Benson que je cherche. Benson, il est là.
On va le remplacer par Bellows pour ce match-là. Un message ici qui n'a pas été lu. C'était correct. Donc, prochain match contre les Bruins. Un 2-2, c'est Tuukka Rask face à Oldby pour ce match-là. Est-ce qu'on peut freiner cette séquence-là de 2 défaites et retrouver le chemin de la victoire? Ça serait pas pire. Ça closerait bien l'émission, mettons. Toutefois, les Blues qui attaquent présentement. On frappe le poteau. Et on n'est pas en mesure de sortir la rondelle du territoire. Ça, normalement, ça finit toujours en but. Finalement, on réussit à la sortir. Mais aussitôt, les Blues qui la renvoient à nouveau dans notre territoire. Finalement, on s'en sort, heureusement. Rondelle qui est dans le territoire des Bruins, mais on ne réussit pas à marquer. Autre attaque de notre part. Et Rask qui fait l'arrêt. On entre à nouveau dans le territoire. Rask, encore une fois, est solide. Et là, on rate le filet. On n'est pas scoreur pour 2 scènes dans ce game-là. Come on! Oh, finalement, Corrales qui a mis dedans. L'ancien des Bruins, d'ailleurs, qui marque contre son ancienne équipe. 1-0 pour les Oilers. Oh! Oscar Klefbom qui vient de se blesser. On va espérer que ça ne sera pas trop grave. C'est écrit Major Injury, donc si ça peut être 1 ou 2 semaines, c'est correct, mais j'espère que ce ne sera pas encore une absence de mois. Là, on commençait à avoir une équipe là, qui était balancée. Là. Surtout en défensive en plus. Encore 1 minute à la période, en espérant qu'on ne se fasse pas scorer en fin de période. Et là, Marody qui ne contribue pas vraiment à notre cause, qui vient d'écoper d'une pénalité pour avoir fait trébucher. Mais au moins, on rentre au vestiaire avec une avance d'un but. Donc, 1-0, 8-7 les tirs au but. Présentement, il y a Paulie Harvey que c'est dégueulasse sa première période. On va laisser quand même le bénéfice du doute là-dessus. On a réussi à écouler la pénalité, bonne nouvelle. Browns qui sont maintenant dans notre territoire. À notre tour d'attaquer. Mais Rask qui fait l'arrêt. On vient de traverser la mi-chemin de la période en deuxième. Toujours 1-0. Je prendrai un but de plus, me semble. Je suis comme pas safe. Là. Qu'est-ce que je disais? David Pastrnak qui marque sur des passes de Ben Hutton et de Brad Marchand. L'égalité qui est créée à Boston. Pendant ce temps, Rask qui multiplie les arrêts. Et on va retraiter au vestiaire avec pas une avance, mais plutôt une égalité de 1-1, 15-14 des tirs au but. Est-ce que ça s'est amélioré? Larson, là, ouf. Ok, je pense que c'est notre deuxième défenseur. Petrie, c'est-tu mieux? C'est pas mal mieux. Voyez-vous, c'est exactement pour ça que je voulais avoir une bonne profondeur en défensive. Là, Larson connaît le game de boîte, mais c'est pas grave, on monte Petrie. On a quand même un défenseur à 2.5 qui sur la deuxième paire qui le remplace. Puis la troisième paire, ben, s'il y a moins de temps de jeu, il y a moins de chances qu'il fasse des niaiseries à ce moment-là. Donc, on retourne. Oh, t'as pu juste regarder pour les attaquants si. Bon, il y a un moto, c'est pas fameux. Mais je pense qu'il est déjà à la 4, Yamamoto. Il y a Paulie Harvey, là, que c'est. Oh, tu connais ça?
Ouais, autre, c'est pas tant mieux. On va laisser ça comme ça. Donc, la troisième qui est en marche. L'égalité 1-1. Et Yamamoto qui donne les devants aux Oilers sur Larson, qui a une passe et Collington. Donc, voyez-vous la troisième paire là, qui récolte un point. Le déplacement de Larson va porter ses fruits. Mais il reste encore beaucoup de temps. J'ai besoin d'un Braden Oldby solide jusqu'à la fin du match. Et là, les Bruins là, qui bourdonnent. Finalement, on réussit à envoyer la rondelle dans le territoire ennemi, mais elle revient aussitôt dans notre zone, mais on s'en sort. Mais là, Marody qui écope d'une pénalité pour avoir retenu. J'ai besoin d'un gros piqué. C'est quoi mes duos en piqué? Oh shit, ok, il me manque un joueur là. Ça. Marswood et Paulie Harvey sur le piqué, ça, permettez-moi d'en douter. On va mettre. Qui on pourrait mettre? Crider, je pense que ce serait pas un mauvais choix. Hein? Marody. Crowley. Bon. Fait que là, notre piqué, là, c'est le moment ou jamais de tuer une pénalité qui a de l'allure. Merci. Merci. Donc, encore 8,53 à faire. Est-ce qu'on peut toffer? Là, j'aimerais vraiment ça qu'on finisse ça sur une note positive. Allez chercher un autre but, s'il vous plaît. Ah, il a raté le filet. Encore 6 minutes. 5 minutes. 4 minutes. Les Bruins qui attaquent. Et créent l'égalité. Brandon Gauns sur des passes de Ben Hutton et de Patrice Bergeron. Et c'est la première paire de défenseurs. Le premier trio, en fait, qui s'est fait pogner. Bon, on va viser le point au moins. À moins qu'on marque. Drette là! McDavid! Le capitaine qui se lève. Avec 3-14 à faire. Et les Oilers qui vont chercher la victoire, mettre fin à la séquence de 2 défaites. Le capitaine s'est levé. Wow! Et Adam Larson, quel match de bouette. Pas trop souvent des matchs de même, mon homme. Donc, au moins, on s'assure d'un 2 points sur ce 2-2 là. Et lors de l'épisode de demain, eh bien, on va débuter ça avec l'affrontement contre les Hurricanes de la Caroline, qui n'ont pas une grosse saison, eux non plus. Donc, techniquement, c'est un match qu'on devrait remporter, mais je dis qu'ils n'ont pas une grosse saison. Ils ont quand même juste 2 points de moins que nous. C'est vraiment notre division qui est faible, puis eux, ils ont vraiment une force. Hey, quand on regarde ça, là, 72 points à 77. Du 7e au 3e rang, il y a 5 points d'écart. Donc, à part les Pingouins qui sont un peu plus en retrait, là, tout est possible dans cette division-là pour faire les séries. Et là, on entre officiellement au mois de mars, donc il nous reste 1 mois et demi de calendrier. Je vais peut-être simuler des matchs entre l'émission d'aujourd'hui et celle de demain pour qu'on puisse arriver plus rapidement aux séries, parce que moi, j'ai hâte personnellement là, qu'on arrive aux séries, là, ou dans les derniers droits, là, pour, si mettons, on est dans la course, mais que c'est pas encore sûr qu'on les fasse. C'est vraiment les matchs qui compte vraiment. Là. Donc, ça, on s'en fout. Voyons voir ce que notre propriétaire nous dit. Bon, on a une très bonne fiche, 9-3-1. Donc, le proprio qui est satisfait. Notre job security qui n'est pas dans le tapis, mais qui est quand même très haut. On a 61 présentement de bonheur des partisans, alors qu'on était parti de la saison à genre... c'est-tu les matchs? Non, ok, ça c'est les cotes. On a starté à 41, puis on est rendu à 61, on a fait un bond de 20. Donc, excellent travail jusqu'à maintenant. Reste à voir maintenant si ça va se poursuivre. Merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui suivent cette série-là.
Et on se retrouve demain. Et oh, c'est vrai, je voulais voir, avant qu'on se quitte, Clefbaum, il est blessé présentement. Es-tu blessé pour très longtemps? 1 à 2 semaines. OK, c'est pas l'idéal, mais au moins, c'est pas la catastrophe non plus. Donc là-dessus, un gros merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve demain pour la suite. Ciao!